De la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, de nombreux hommes d'un village d'Europe ont été victimes du terrorisme d'une femme. Elle a été étiquetée comme tueuse en série et pourrait avoir été responsable de nombreux décès, avec une estimation libérale allant jusqu'à 50 personnes à son époque. Elle s'appelait Anna di Pistoia, ou selon les histoires écrites à son nom, Baba Anouchka. Après avoir commis des crimes pendant de nombreuses années sans se faire prendre, Baba Anouchka a finalement été arrêtée et accusée de complicité dans 2 meurtres. Mais pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour l'arrêter? Pourquoi a-t-elle tué autant de personnes? Qui était-elle et comment s'est déroulé son voyage sur Terre? Elle est née en 1838 en Roumanie sous le nom d'Anna Draxen, mais même cette information n'a pas encore été prouvée exacte. Sa vie a été racontée à partir d'anecdotes provenant de personnes qui l'ont rencontrée. Selon Anna elle-même, elle est probablement née en 1836. Son père était un riche éleveur de bétail. Elle a déménagé avec son père de Roumanie à Vladimirov, aujourd'hui appelée Serbie, vers 1849, alors qu'elle avait 11 ans. Anna et son père vivaient dans une grande propriété du village. Leur ville se trouvait entre les villes de Verac et de Pano. Selon de nombreuses sources, la ville était située dans la province serbo-hongro-roumaine du Banat, qui était alors la frontière militaire de la monarchie des Habsbourg. De nombreuses familles de militaires et d'autres personnes de la classe aisée occupèrent la région à l'époque. Elle a fréquenté une école privée avec d'autres enfants de la classe d'élite et était perçue comme ayant un comportement régulier. Elle mène une vie confortable avec son père pendant ses études, mais cette paix ne dure pas longtemps. À l'âge de 20 ans, la vie d'Anna a basculé. Contre son gré, elle a été séduite par un jeune militaire autrichien et en est tombée amoureuse. Leur amour tourne au vinaigre lorsqu'elle contracte la syphilis auprès du jeune homme et qu'il s'enfuit, la laissant le cœur brisé. L'incident la laissa triste et blessée, et elle devint peu à peu misanthrope, c'est-à-dire qu'elle détestait les humains. À partir de ce moment-là, sa vie s'est retirée. Elle consacre tout son temps libre à la lecture de publications sur la médecine et la chimie, auxquelles elle s'était d'abord intéressée à l'école. Anna, femme brillante, apprend à parler 5 langues. Cela lui permet de progresser rapidement en tant qu'étudiante en sciences. Cependant, son père la pousse à adopter les rôles féminins socialement acceptés et s'arrange pour qu'elle fréquente un homme plus âgé, un propriétaire terrien du nom de Pistov, également prononcé comme Di Pistoia. Et son mari a donné naissance à 11 enfants, ou du moins a essayé de le faire. Un seul de ces enfants a réussi à survivre jusqu'à l'âge adulte. Il semblait que la tragédie et la mort devaient suivre Anna, car son mari mourut à son tour 20 ans après le début de leur mariage. Bien que cette perte ait été difficile pour elle, elle n'a pas tué sa passion pour la chimie et les sciences. Après la mort de son mari dans la cinquantaine, elle a installé un laboratoire dans une aile de la maison de son mari et s'est autoproclamée guérisseuse et herboriste dans la ville. Le laboratoire est devenu une sorte d'atelier d'alchimiste, où elle a appris à mélanger les potions, à connaître les doses de certains médicaments et les poisons qui peuvent affecter les humains. C'était aux alentours du 19e siècle, et comme elle était une femme, la plupart de ses clients étaient des femmes de fermiers de la ville et des communautés voisines. Elles vinrent la consulter pour de nombreux problèmes de santé, ceux qui lui permettaient de gagner de l'argent et de mener une vie respectable en tant que veuve. Sa renommée s'est largement répandue et elle a sauvé la vie de nombreuses personnes, car le 19e siècle était marqué par la guerre, la maladie et les privations. Sa transition de guérisseuse à tueuse était inattendue, car elle était aimée par les membres de sa communauté et connue pour être une gentille vieille dame. Son seul côté sombre était d'avoir subi des pertes importantes au cours de sa vie. Au départ, des hommes l'ont approchée pour échapper au service militaire. Comme elle savait concocter des médicaments et des mélanges, elle connaissait le dosage correct d'une drogue ou d'un poison qui pouvait rendre un homme suffisamment malade pour être exempté. Elle est également devenue célèbre pour son eau magique, également connue sous le nom de filtre d'amour, des mélanges empoisonnés qu'elle vendait aux hommes comme aux femmes. Aux femmes mariées qui voulaient échapper aux violences domestiques, elle vendait son eau magique censée provoquer la mort de leur mari. Les hommes mouraient au bout de 8 jours, la substance toxique étant indétectable dans leur corps. Le filtre d'amour était également célèbre.
Il contenait de petites quantités d'arsenic et des toxines végétales spécifiques difficiles à détecter. Lorsque les femmes mariées venaient raconter leurs horribles expériences, elles n'avaient généralement qu'une seule question. Quel est le poids de ce problème? Il s'agissait à la fois d'un code et d'une question, car elles voulaient secrètement savoir si les femmes étaient prêtes à tuer leur mari et leur demandaient invariablement quel était le poids de leur mari. La réponse l'aidait à déterminer la dose de poison dont elle avait besoin pour commettre le meurtre. Une fois ces potions terminées, elle les remettait aux épouses qui n'avaient plus qu'à suivre ces instructions pour infliger à leur mari la punition qu'ils estimaient mériter. Au sens propre, Anna n'a fait que fournir l'arme du crime, et les véritables auteurs de ce crime sont les épouses méprisées en question. Les victimes de ces potions étaient principalement des hommes jeunes, en bonne santé et dans la fleur de l'âge. Leur crime? Soumettre leurs épouses à une vie malheureuse, et soudain, ces hommes sont morts de façon inattendue dans ce qui était un plan et un complot de leurs épouses méprisées, et de la célèbre guérisseuse Baba Anouchka. Au fur et à mesure que la nouvelle de ses capacités de guérison se répandait dans le pays, de plus en plus de femmes venaient exposer leurs problèmes à Anna, qui à son tour vendait de plus en plus de ses solutions. À ce jour, les autorités roumaines ne sont pas en mesure de déterminer le nombre de personnes tuées pendant cette période, mais les rapports des témoins et les affirmations suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un nombre allant de 50 à 150 personnes. Lorsqu'elles ont été interrogées par la suite, la majorité des femmes qui avaient eu recours aux solutions d'Anouchka ont affirmé qu'elles ne savaient pas que des poisons étaient utilisés dans ces mélanges. Selon ces femmes, elles croyaient sincèrement qu'Anouchka était une sorcière dotée de pouvoirs surnaturels, lui permettant de maudire une personne et en fin de compte de la tuer. Bien que de nombreuses personnes aient cru qu'Anouchka était une véritable sorcière, elles pensaient qu'elle était du bon côté. Grâce à ses talents de guérisseuse et de tueuse, elle avait acquis à juste titre la notoriété d'une sorcière vengeresse. C'est à cette époque qu'elle est connue sous le nom de Baba Anouchka ou la petite mère Anouchka. Ses autres noms étaient la sorcière de Vladimirov et la sorcière du Banat. Les femmes qui avaient redemandé l'aide d'Anna pour tuer leur mari s'en étaient tirées parce que leur famille avait refusé que les autorités se penchent sur ces morts mystérieuses. Bien que la maladie soudaine qui suivait la consommation de l'eau magique soit suspecte, de nombreuses familles la considéraient comme typique ou comme le résultat d'une épidémie en cours. Mais la vérité ne restera pas cachée si longtemps. Bientôt, la véritable raison des maladies et des décès apparaîtra au grand jour. Vers 1920, le cabinet d'Anna se porte toujours très bien, mais elle a encore besoin d'aide pour attirer de nouveaux clients. Elle emploie un agent commercial, une femme appelée Lubina Milanov. Lubina est chargée de faire connaître le cabinet, de parler aux femmes des réalisations d'Anouchka dans le domaine de la guérison traditionnelle et d'attirer des clients potentiels. Lorsque Lubina trouvait une cliente, elle écoutait son histoire et la conduisait à la maison d'Anouchka. Lorsqu'Anouchka jugeait qu'elles étaient dignes d'acheter la potion après avoir écouté leurs histoires individuelles, elle la leur vendait en leur donnant des instructions. Selon la richesse et le statut de la clientèle, le prix des potions d'eau magique oscillait entre 2000 et 10 000 dinars yougoslaves. C'est le début de la fin lorsque, pour la première fois en 1914, Anouchka est arrêtée et jugée dans la ville de Bela Kirkova pour son rôle dans certains meurtres qui ont eu lieu. Elle est accusée d'avoir fourni les poisons utilisés pour tuer plusieurs hommes, mais comme il n'y a aucune preuve concrète de l'utilisation de poisons pour ces décès, les autorités n'ont rien à lui reprocher. Elle a été acquittée et libérée. Elle reprit rapidement son activité et sa clientèle revint rapidement. Parmi eux se trouvait une femme nommée Stana Moff. Stana allait finalement mener Anouchka à sa perte. En 1924, Anouchka vend une de ses potions à Stana pour 2300 dinars. Auparavant, Stana était déjà une cliente fidèle. Elle était venue à plusieurs reprises acheter des préparations à base de plantes pour divers problèmes de santé. Mais cette fois-ci, elle a fait part à la guérisseuse de son histoire, qui n'avait rien à voir avec une quelconque maladie. Anouchka lui a suggéré d'utiliser la potion. Ce fut le début d'une relation malheureuse qui allait officiellement désigner Anouchka comme responsable des nombreux décès survenus dans la ville. Stana quitta le laboratoire avec l'eau magique et la donna à son mari, Lazar Loudi. L'eau a fait son travail et quelques jours plus tard, son mari est mort de causes inconnues.
Cependant, la relation entre les deux femmes ne s'est pas arrêtée là. Lorsque Stana s'est remariée, cette fois avec un homme du même village, on parlait encore de la mort du premier mari de Stana. Après le second mariage de Stana, l'oncle fortuné de son nouveau mari, qui était devenu une pomme de discorde pour elle, mourut soudainement de causes inconnues, tout comme son premier mari. La vérité, c'est que Stana était retournée voir Baba Anouchka pour lui demander de l'eau magique avec une autre histoire. Cette fois-ci, cependant, les choses ne se sont pas passées de la même manière que lors des incidents précédents. Les autorités sont intervenues, des enquêtes ont été ouvertes et plusieurs membres de la famille ont commencé à parler. Lorsque son beau-père décède à son tour peu après, tous les regards se tournent vers Stana. Et, au cours de l'interrogatoire, elle a mentionné la vieille guérisseuse qui lui avait vendu une potion. Il était difficile de croire que la gentille vieille dame que tout le monde dans la communauté connaissait pour ses services de guérison pouvait être responsable de ces meurtres. La police poursuit son enquête pour découvrir la vérité. En décembre 1926, Nicolas Mauve, un homme de 70 ans, est mort de causes inconnues. On a également établi un lien avec Anouchka. Selon l'histoire, Nicolas était un père et un grand-père violents envers ses petits-enfants. Il terrorisait la famille depuis longtemps, et c'est alors que Sema, qui avait été mariée à la famille pendant un certain temps, a entendu parler de Baba Anouchka. Son informatrice était Danica Stoic, une autre femme qui avait eu recours au service d'Anouchka. Les deux femmes ont contacté Baba Anouchka et acheté l'eau magique pour environ 5000 dinars. Une fois en possession de la potion, Safiya a demandé à sa fille de 16 ans, Olga Stza, de la donner à son grand-père et de s'assurer qu'il la boive. La jeune fille a fait ce qu'on lui demandait et Nicolas Mamiro est tombé malade et est mort 2 semaines plus tard. Ces décès ont éveillé les soupçons des autorités, qui ont cherché à savoir si Anouchka avait joué un rôle dans ces incidents. Cette fois, les familles n'ont pas pu se soustraire à la mort et ont été contraintes par les autorités d'accepter une autopsie. En 1928, Baba Anouchka est finalement arrêtée à l'âge de 90 ans. Elle est devenue une personne d'intérêt dans les meurtres de Nicolas et Safiya Mauve. Les autorités ont également arrêté d'autres femmes pour leur implication dans les meurtres de Lazar Ludowski et Nicolas Mamiro. Au cours de son enquête, la police a exhumé les corps des défunts pour procéder à des autopsies à l'université de Belgrade. Le deuxième procès d'Anna s'est ouvert au milieu de l'année 1929 au tribunal de district de Pano. Les audiences ont eu lieu du 18 au 19 juin 1929. Le 1er juillet, le procès reprend avec les résultats des analyses chimiques d'échantillons de substances trouvés dans le laboratoire de Baba Anouchka. Les résultats des tests ont conduit le procès à se terminer par un verdict de culpabilité. Un témoin clé et expert scientifique, le docteur Branko Velia, a déclaré que l'autopsie avait révélé des traces d'arsenic dans les corps des 2 victimes. Le ministère public a demandé que les coupables soient condamnés à mort, à l'exception d'Olga Sturza, qui était la plus jeune de tout le groupe. Elle devait être condamnée à la prison pour payer ses crimes. Quoi qu'il en soit, Safiya et Sema Mamiro se sont défendues, en affirmant qu'elles n'étaient pas impliquées dans un quelconque plan visant à tuer Nicolas Mamiro. Sofia a affirmé avoir approché Anouchka parce qu'elle avait entendu parler de ses pouvoirs surnaturels et qu'elle ne connaissait rien au poison. Pour elle, l'eau magique n'était que de l'eau et la mort était due à une malédiction jetée sur leur victime. D'autre part, Stana Mamiro a complètement nié avoir voulu tuer son mari. Selon elle, elle voulait seulement remédier à sa consommation excessive d'alcool et avait acheté l'eau magique en espérant qu'elle y parviendrait. Les 2 affirmations des 2 parties étaient fausses, car elles avaient fait appel au service d'Anna en sachant parfaitement ce qu'elle offrait. Anouchka, quant à elle, a simplement nié les accusations. Elle a nié avoir jamais vendu de l'eau magique et que Lubina Milankov l'avait inventée de toutes pièces. Elle a accusé son employé d'être responsable des crimes et a clamé son innocence. Mais le procès s'est achevé lorsque la jeune Olga Sturza a avoué, se défendant et incriminant toutes les autres parties impliquées. Elle a déclaré qu'elle ne savait pas que l'eau qu'elle avait fait boire à son grand-père le tuerait. Mais elle a ensuite déclaré que sa mère, Sofia, était parfaitement au courant du complot et avait planifié avec son père de commettre le crime. Sturza a plaidé sa cause, déclarant qu'elle n'était qu'une enfant au moment des faits et qu'elle ne savait rien du complot. Après près d'1 mois de procès, le juge a rendu son verdict.
Baba Anouchka a été condamnée à 15 ans de prison pour le rôle qu'elle a joué dans les meurtres de Lazar Loudi et Nicolas Mov. Stana et Sofia ont été condamnés à la prison à vie en tant qu'auteurs principaux du crime. Sema Mov n'a été condamné qu'à 15 ans de prison et Lubina à 8 ans. Olga Stza et Danica Stoic ont été acquittés de tous les chefs d'accusation. Mécontents des résultats du procès, l'accusation et la défense ont fait appel des verdicts devant la cour d'appel de Novi Sad. Le procès a été fixé à novembre 1929. Cette fois, l'accusation a demandé que le coupable soit condamné à la peine capitale. Au cours du procès, Sema et Sofia sont soumises à un contre-interrogatoire et finissent par admettre leur intention de commettre le crime. Les autres parties s'en tiennent à leurs déclarations initiales, mais à la fin du procès, le 30 novembre 1929, elles sont toutes condamnées à de nouvelles peines. Anouchka est à nouveau condamnée à 15 ans de prison, mais cette fois avec des travaux forcés. Stana et Sofia ont été condamnées à la peine initiale de prison à vie. Lubina a écopé de 10 ans cette fois-ci, et Stana et Stoic ont été requalifiés. La vie dans la prison pour femmes s'est avérée très difficile pour Anouchka, qui était âgée et n'avait pas l'habitude de la vie rude de la réforme. Elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital de la prison. 8 ans après sa condamnation initiale, en 1929, à l'âge de 98 ans, Baba Anouchka est libérée de prison en raison de son âge avancé. On est en 1936, et même si l'opinion publique a pu trouver cela injuste, il n'y a pas lieu de garder enfermée la vieille veuve malade. Interrogée par les journalistes, elle insiste sur son innocence et sur le fait qu'elle n'a joué aucun rôle dans les crimes commis. C'est pourquoi il n'existe aucune déclaration écrite ou orale d'Anna admettant avoir créé du poison pour aider les femmes à tuer leur mari. Pour les dernières années de sa vie, Baba Anouchka est retournée dans la maison de son père à Vladimirov, en septembre 1938, où elle a vécu paisiblement jusqu'à sa mort, 2 ans plus tard, à l'âge de 100 ans. Une partie de l'opinion publique s'accorde à dire que Baba Anouchka n'était pas une tueuse en série typique en quête de sang. Au contraire, elle a été vénérée comme une femme qui a aidé des centaines de femmes à une époque où il n'y avait pas de véritable solution aux violences domestiques au sein de la famille. Les mariages arrangés étaient monnaie courante à l'époque, et la plupart des femmes ne savaient pas dans quoi elles s'engageaient. Et comme le divorce n'existait pas, il n'y avait pas d'autre moyen d'échapper à ces arrangements infernaux. Non seulement elle a aidé les femmes, mais elle a aussi sauvé la vie de nombreux hommes qui voulaient éviter de partir à la guerre et vivre une longue vie avec leur famille. Il n'en reste pas moins qu'Anna a été impliquée dans la mort de dizaines de personnes. Mais Baba Anouchka est considérée comme la tueuse en série la plus vieuse et l'une des plus prolifiques du monde. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.